Alors bienvenue dans la quotidienne. On vous a habitué depuis quelques années l'été de sortir de nos studios et d'aller à la rencontre ou des producteurs ou des consommateurs dans la grande campagne d'information des céréaliers du Québec à travers les boulangeries Première Moisson. Nous sommes aujourd'hui au 10-30, devant Première Moisson, derrière moi la moissonneuse-batteuse, l'énorme moissonneuse-batteuse qui interroge beaucoup de consommateurs qui passent devant. On leur explique que ça sert à moissonner et à battre le blé qu'on retrouve dans les croissants. Mais on a fait venir des experts dans cette quotidienne et vous allez pouvoir entendre différents experts sur la situation du blé et sur l'avenir de l'agriculture durable. Alors bonjour Guy de Bailleul, nous sommes ici au milieu de quasiment à Montréal, on va dire. On est à Brossard, sur le parking du 10-30, devant Première Moisson. C'est une activité des céréaliers du Québec qui sont venus rencontrer les consommateurs pour leur parler de l'agriculture durable, du blé raisonné, une activité qui se prolonge puisque ça a commencé dans plusieurs Premières Moissons depuis le mois d'avril dernier. Là aujourd'hui c'est un peu particulier parce que derrière nous il y a une énorme moissonneuse-batteuse, donc ça c'est fait pour effectivement interpeller le consommateur, pour lui faire comprendre que le pain il vient de là aussi. Il faut moissonner le blé, il faut le battre avant d'avoir de la farine. Et on est ici donc sur des terres, en fait sur un parking, mais qui étaient autrefois des terres agricoles. Tout à fait. Et cette moissonneuse-batteuse, évidemment, on n'aurait pas trouvé ce modèle-là à l'époque, mais une moissonneuse-batteuse équivalente à celle-ci, on aurait pu la voir au travail, j'allais dire, il y a 30 ans encore. Et ça faisait partie des bonnes terres du Québec. Et il suffit de continuer un petit peu après le 10-30 sur la 10 pour retrouver des terres qui sont en friche et qui sont en fait de la terre agricole. Évidemment, ça donne une idée du rythme d'expansion des zones urbaines et aussi du rythme auquel la zone agricole a été grignotée. Alors ça, on va revenir sur le grignotage des terres agricoles, puisque ça, c'est un sujet qui est d'actualité ces temps-ci, puisque le ministre de la Montagne vient de lancer une grande consultation qui est annoncée pour l'automne. Oui. Mais avant de parler du zonage agricole en tant que tel, vous êtes coprésident de l'Institut Jean Garon, vous êtes l'ancien vice-doyen de la faculté d'agriculture de l'Université de Laval à Québec, et donc vous avez une très large connaissance du monde agricole. Qu'est-ce qui pourrait... Aujourd'hui, on sait qu'on parle beaucoup d'agriculture durable. On parle du blé raisonné, qui n'est pas le blé bio, qui n'est pas le blé conventionnel, qui est un blé avec une utilisation moindre, on va dire, d'intrants, qui est une tendance que certains producteurs veulent mettre de l'avant, dont les membres des céréaliers du Québec. D'abord, est-ce que c'est une voie d'avenir? Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Et qu'est-ce que les décideurs pourraient faire de plus pour que l'agriculture durable soit quelque chose de bien ancré au Québec? Alors, effectivement, ça s'intègre dans une série de démarches qu'il faut multiplier pour assurer ce que j'appelle moi une conversion agroécologique de notre modèle agricole. Parce qu'on en est rendu là. On en est rendu là pour des raisons déjà environnementales. Ça fait un bout de temps qu'on a souligné les impacts environnementaux des grandes productions conventionnelles, et on pense au maïs et au soja. On en est là pour des raisons agroclimatiques, parce qu'on a déjà une idée de ce que vont donner ces changements climatiques à l'échelle du continent nord-américain. Et on en est là aussi pour des raisons alimentaires. Je veux dire, on se rend compte que ce territoire agricole au Québec est de taille modeste, surtout pour la partie cultivable, et que s'il veut assurer une plus grande autonomie du Québec en matière alimentaire, il faut absolument diversifier les productions auxquelles on peut, les productions qu'on peut cultiver au Québec sur ces terres-là. Donc en fait, il y a une nécessité absolue d'une conversion radicale de notre modèle agricole, et toutes les expériences qui permettent de faire des petits pas dans ce sens-là, dont les blés raisonnés, je pense que ça peut y contribuer. Mais pour avoir une conversion, comme on dit, il faut que le producteur s'y retrouve. On entend souvent les producteurs, encore ce matin, on parlait avec un producteur qui nous disait « Oui, moi c'est bien, mais je fais du maïs et du soja pour l'argent, puis je fais du blé pour l'amour de la terre. » Alors, pour qu'on fasse un jour du blé aussi pour l'argent, ça veut dire qu'il va falloir qu'il y ait des programmes gouvernementaux qui poussent les producteurs à faire du blé. Si cette culture-là avait été aussi soutenue que ne l'ont été d'autres grandes productions, et en particulier le maïs par exemple, et puis le soja un peu plus tard, on serait rendu beaucoup plus loin en matière
d'autosuffisance du Québec en matière de blé, parce que pour le moment, on en est à quelques 10, 15, 20% d'autosatisfaction, d'autosuffisance pour ce qui concerne le blé que l'on consomme sous forme panifiée. Donc il faut effectivement qu'on modifie un peu les paramètres, et on en revient souvent là, les paramètres de cette politique agricole, de cette politique de soutien. D'autant que cette politique de soutien pourrait permettre donc une meilleure rotation des terres. Et quand on parle souvent de la qualité de la terre, vous nous avez souvent dit dans les entrevues, M. de Bailleul, que maïs-soya c'est une chose, mais maïs-soya-blé, ça crée une rotation et c'est meilleur pour le sol. C'est meilleur pour le sol, et ça, il faut le souligner. Les experts sont en train de renouveler leurs avertissements, disant qu'on assiste aussi à une dégradation de la qualité des sols liée au fait qu'on a trop privilégié un certain type de monoculture, et même si on introduit le maïs, le soja en rotation, on est loin d'une rotation optimale, et il faut effectivement avoir des rotations beaucoup plus longues, dont doit faire partie le blé. Alors, on parlait au début de l'entrevue qu'on était sur un parking. Effectivement, c'est bien bétonné, là, tout autour de nous. Il y a du goudron partout. Mais bon, les gens connaissent ça. Il y a juste le verre de cette moissonneuse. Il y a juste le verre de cette moissonneuse et un petit peu de pelouse autour des parkings. Mais les gens connaissent bien le 10-30 parce que c'est un supermarché, en fait, le 10-30, où il y a tous les magasins, où il y a tous les services possibles, pas très loin de l'île de Montréal. On traverse Champlain et on arrive ici. C'est apprécié de beaucoup de Montréalais pour ça. Mais beaucoup ne savent pas qu'on est effectivement sur des terres agricoles à l'origine, et ça me permet de vous ramener sur le sujet justement de la consultation, parce que le ministre de l'Agriculture, M. Lamontagne, a annoncé il y a quelques semaines en fait qu'il allait avoir une grande consultation sur 18 mois pour réfléchir sur le zonage agricole, réfléchir sur le territoire, l'activité du territoire et même la propriété des terres, avec des fascicules qui vont être distribués pour vraiment qu'on ait comme une base de réflexion. Et après ça, des discussions pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire. Parce qu'on rappellera que la loi sur le zonage, c'est Jean Garon qui l'a mis en place. Donc, oui, tout à fait, il y a 45 ans. Le père de l'Institut dont vous êtes coprésident, et il y a 45 ans. Et cette loi a peut-être besoin de modernisation, mais il faut peut-être faire aussi attention que ça ne soit pas une ouverture trop large. Alors, comment on fait ça? Discuter du zonage, ouvrir le zonage, mais ne pas nuire non plus à la protection. Alors, je pense que c'est une bonne initiative que le ministre a prise d'ouvrir des consultations, et surtout aussi de le faire sur la base de documents, d'inventaires en quelque sorte, de portraits de la réalité, qui vont permettre effectivement de discuter et de montrer qu'il y a urgence à la matière d'ajuster un certain nombre de paramètres de cette loi, parce qu'il y a des endroits où il faut absolument, j'allais dire, sanctifier la terre agricole de façon à ce qu'on ne touche plus du tout. Ailleurs, il s'agit de discuter des modalités dans lesquelles plusieurs activités peuvent coexister. Alors, que cet exercice ait lieu maintenant, après 45 ans d'existence de la loi, et aussi après des périodes où on a plutôt eu l'impression que certains paramètres se dégradaient. Donc ça tombe à point, et l'Institut a bien l'intention d'être partie prenante de la réflexion. Comme vous le savez, l'Institut avait produit pour les 40 ans de la loi un mémoire, et donc je pense que ce mémoire reste d'actualité. Il y a lieu de s'interroger sur la façon de protéger encore plus certaines terres. Il y a lieu aussi de s'interroger sur les raisons pour lesquelles certaines terres qui sont zonées agricoles ne sont pas utilisées. Et là, ça sera probablement l'objet du deuxième thème sur les activités qui ont lieu en territoire agricole. Alors j'imagine qu'il va y avoir au cours des prochains mois un rôle d'observation pour l'Institut, des interventions médiatiques, donc on risque de vous réentendre à plusieurs reprises sur cette thématique. Merci beaucoup M. de Bailleul. Merci M. Patelli. Bonjour M. Boschman. Bonjour. Vous êtes le PDG des Moulins de Soulanges. Je suis président maintenant, c'est mon fils qui est directeur général. C'est vrai que c'est Jules qui est le PDG, vous êtes le président des Moulins de Soulanges. Oui. On est ici au 10-30 aujourd'hui, c'était particulier. On a derrière nous une immense moissonneuse-batteuse qu'on a amenée sur le terrain devant Première Moisson, parce qu'en fait on fait depuis le mois d'avril une opération avec Première Moisson, les Moulins de Soulanges, de communication auprès des consommateurs pour expliquer aux gens ce qu'est l'agriculture durable, le blé raisonné. Alors,
Expliquez-nous un peu justement de votre perception, parce que vous êtes propriétaire d'un moulin, donc c'est vous qui faites les farines, entre autres pour Première Moisson. Quel est votre rôle et quel est votre intérêt à avoir un blé, ce qu'on appelle raisonné en fait? Ben, au départ, c'est amusant d'être ici à 10h30 quand on a lancé l'aventure de Moulin de Soulanges 2005-2006. Je passais régulièrement ici, puis le centre d'achat n'existait pas ici. L'autoroute, la 30 était en projet. Donc, j'ai vu tout le secteur ici évoluer au fur et à mesure que je me déplaçais vers Saint-Polycarpe. On a lancé ce projet-là dans un souci. Moi, je suis aussi propriétaire de la meunerie milanaise qui est spécialisée dans le bio, mais on voyait déjà en 2005 que les enjeux de croissance de la production biologique, il y avait un écueil pour la plupart des agriculteurs. C'était la période de transition, mais aussi comment vivre cette transition-là, comment d'abord apprendre à réduire les pesticides, les intrants et tout ça, et comment mieux réadapter la culture du blé qu'on avait. Le blé raisonné est comme une étape. Exactement. Vers le bio. Vers le bio, mais pas nécessairement. Il y en a qui n'iront pas. On a changé. Au départ, c'est ce qu'on visait, mais avec le temps, on s'est rendu compte qu'il y a des producteurs qui sont confortables et notre objectif, en termes d'une vision environnementale, c'est qu'on accomplissait plus à réduire les pesticides chez 30% des producteurs de blé que de travailler avec une fine marge de producteurs bio qui enlevait complètement. Donc, on avait une démarche environnementale qui se définissait d'un premier temps de réintroduire les cultures de blé panifiable et ensuite de voir comment est-ce qu'on pouvait au départ, éliminer complètement les pesticides, les fongicides, les herbicides. Les herbicides, ça a été assez facile parce qu'une bonne régie, ça se contrôle quand même assez bien. Les fongicides, évidemment, dépendant des années où la pression était plus forte. Donc, on a dû s'adapter dans notre programme à dire on ne les permet pas, sauf dérogation, parce que la dernière chose que moi je souhaitais, c'est de décourager des producteurs ou de mettre à risque leur santé et leur survie financière sur leurs entreprises. Donc, on a appris d'abord à mieux détecter, mieux décerner les signes avant-coureurs de maladies et de travailler plutôt sur les signes de la fertilité des sols, la santé des sols et à cet effet-là, on a réussi à réduire, je dirais, de façon extrêmement significative les besoins de fongicides. Ouais. Et en fait, donc, vous avez réduit effectivement les intrants oui. Avec les producteurs. Ça, c'est quelque chose que les consommateurs ne comprennent pas tout à fait encore. On entend beaucoup chez les consommateurs que bon, il y a le blé traditionnel, conventionnel, puis il y a le blé bio. Mais le fameux blé raisonné, c'est quelque chose, on le sait parce que ça fait presque 2 ans maintenant qu'on travaille sur cette information-là. Puis les gens s'intéressent. Quand les gens comprennent, les gens sont vraiment intéressés à dire « Ah ben oui, finalement, il y a une démarche d'agriculture durable ». Mais on dirait que ça n'a pas tout à fait popé, en fait, encore dans la population. Oui, mais on arrivait avec Première Moisson, avec un concept quand même assez gaillard et pionnier d'abord de travailler avec du blé du Québec. Donc, ça a nécessité des ajustements au niveau des formulations, des types de blé, de la génétique. Mais ensuite, c'était, je dois le remettre à la famille Colpron-Fuzel, les propriétaires de Première Moisson. Eux aussi ont été assez gaillards à se lancer dans cette aventure-là. C'était des pionniers qui ont fait confiance à l'agriculture ici au Québec de vivre toutes les étapes de cette transition-là. Maintenant, je pense qu'il y a aussi, depuis 15-18 ans maintenant, la conscience du consommateur par rapport à l'environnement, par rapport à ce qu'il mange, ce qu'il y a dans son assiette, a changé de façon significative et avec les pressions environnementale et climatique, ça nous rapproche de plus en plus de qu'est-ce qu'on a dans notre assiette, ça vient de où et comment ça a été produit. Oui, d'ailleurs, la pandémie nous a amené de toute façon à avoir une réflexion sur notre alimentation, sur la proximité aussi des biens qu'on achète, sur les labels. Vous êtes propriétaire du label blé raisonné à Moulin-de-Soulanges. Il y a en fait des labels, il n'y a peut-être pas de label agriculture durable encore, mais il y a une demande en fait dans la population pour qu'au-delà du bio, je pense que des labels existent qui identifient que certaines cultures sont faites en agriculture durable, et ça fait partie d'une politique aussi gouvernementale qui est en place maintenant, parce qu'on voit bien les plans gouvernementaux fédéraux comme provinciaux sont tous ancrés vers l'agriculture durable. Écoutez, on était
on était il y a 15-20 ans dans cette régime-là. Maintenant, quand on voit que l'État a cette même lecture-là. C'est sûr que la pandémie a accéléré les choses, mais non seulement le volet durable, mais l'autonomie alimentaire devient de plus en plus critique. On l'a vu au départ de la pandémie, c'était la farine, la levure et le papier de toilette. Donc, ça nous a ramené à des éléments de base, des éléments essentiels. Donc, il y a eu une prise de conscience. Maintenant, c'est sûr qu'on sort de la pandémie, on n'oublie pas, mais la mémoire s'estompe un petit peu. La pression économique pour le consommateur maintenant fait en sorte qu'on recherche aussi des prix, on recherche tout ça. Donc, le milieu agricole doit continuer à répondre à ces besoins-là, à faire comprendre aux consommateurs qu'il y a un prix à tout. Il y a un prix à externaliser finalement la pression environnementale du système agricole. Il y a quelqu'un qui doit l'assumer sur le long terme et les générations montantes, on le voit là, maintenant, les millénarios sont plus conscients, sont prêts à dire, bon, ben il y a un prix à ça et je vais l'assumer. Ça évolue. Dans le temps, je pense que la prise de conscience va s'amplifier. Et pour que les producteurs fassent plus de blé au Québec, on parlait ce matin avec un producteur qui nous disait, bon, le maïs, le soya, on en fait parce que c'est pour faire de l'argent en fait. Ouais. Le blé, on en fait pour l'amour de la terre. Il n'y a pas encore tout à fait, dans la réflexion des producteurs, ils n'ont pas intégré complètement la rotation parce que c'est moins payant de faire du blé que du maïs et du soya. Puis pourtant, ils voudraient, parce qu'ils savent très bien que pour leur terre, plus il y aura de rotation maïs, soya, blé, meilleures seront les terres. Exactement. Donc il y a vraiment un défi là, en fait, de trouver des solutions pour que le blé soit plus rentable. Et ça passe par différentes étapes, autant la génétique du blé, savoir comment est-ce qu'on peut avoir deux orientations, de trouver le chemin de passage idéal entre la qualité panifiable et le rendement. Donc, comment est-ce qu'on peut essayer de faire converger et aussi le risque pour l'agriculteur, le risque de maladies fongiques, le risque de ne pas se déclasser pour le blé alimentaire. Donc, il y a du travail à faire tant au niveau de la génétique, mais beaucoup aussi au niveau du transfert technologique. Vous savez, le blé panifiable, ici, on a un long historique jusque dans les années 1860. On exportait le Québec, ici, le Bas-Saint-Laurent, on exportait du blé vers les Caraïbes qu'on devait échanger contre du sucre et tout ça, mais après l'ouverture des prairies et tout ça, les cultures de blé panifiable se sont déplacées. On a perdu de l'expertise dans tout ça. On a perdu un certain momentum. Donc, on est en train de reprendre ces bases-là, de voir comment est-ce qu'on peut adapter des variétés de blé à nos conditions agronomiques ici au Québec, avec des climats changeants, avec des périodes de sécheresse suivies de déluges. Donc, comment est-ce que la génétique va s'adapter? Je pense qu'il y a du travail à faire, mais les agriculteurs sont volontaires, ils souhaitent ajouter des cultures dans leur rotation. On parlait tantôt de pas juste bon pour le sol, mais l'ajout d'une troisième culture, d'une petite céréale, va automatiquement faire augmenter les rendements de soya et de maïs. Donc ça, on le calcule pas dans la comptabilité du blé, mais il y a un effet sur l'ensemble de la rotation. Merci, M. Boschman. Alors, bonjour Simon Bégin. Bonjour Yannick. Vous êtes le porte-parole de l'Institut Jean Garon, ancien attaché de presse de Jean Garon. Oui. Alors, on vous connaît bien à la vie agricole, on vous côtoie dans nos bureaux et on est content de vous recevoir aujourd'hui parce qu'on est sur un territoire particulier. Vous voyez, on est derrière une moissonneuse-batteuse, on est sur le 10-30, sur le parking du 10-30 devant Première Moisson dans le cadre de la campagne d'information sur le blé raisonné. Et il se trouve qu'au 10-30, il y a beaucoup de bitume. Si on voyait des photos aériennes, avant, le pont Champlain, c'est quelque part des années 60, dans un grand boom de modernisation du Québec où il fallait construire, se remettre à jour au niveau des infrastructures. Et ici, les photos montraient que tout près du lieu où est aujourd'hui le pont, il y avait des terres, on était dans des plus belles terres du Québec. Ce sont des terres agricoles. Oui. Si on enlevait l'asphalte, on creusait, on finirait par trouver peut-être des restants ou des racines de vieux blé à l'époque. Mais en tout cas, on ne refait pas l'histoire, mais il reste que c'est quand même peut-être symptomatique, cet immense complexe d'inspiration américaine. Hein, on appelle ça des power centers qui s'étendent à perte de vue, des immenses stationnements. C'est peut-être
moderne, mais en même temps dépassé. Alors, je pense que partout, un petit peu, les gens commencent à se poser des questions sur ce type de développement, d'aménagement du territoire. D'ailleurs, il y a actuellement une nouvelle politique en discussion. D'autant que ça s'est fait sur des terres agricoles. Oui. Puis l'Institut, rappelons-le, a été dans les 2 dernières années porteur d'un projet qui était d'éviter qu'on bétonne justement les terres des Sœurs de la Charité à Québec. Oui, Parce qu'en fait, effectivement. sans que ça soit un centre commercial, il reste Non, que les c'était la même logique. les terres agricoles étaient dans la même logique. Les terres agricoles de C'est- Québec devaient devenir des condominiums. En fait. Une logique de considérer un territoire agricole comme étant une zone de développement différé. En fait, c'était la logique qui existait au moment où M. Garon a fait de la campagne pour créer la protection du territoire agricole. Cette idée qu'une terre en production agricole, c'est ce que tu fais en attendant d'en faire mieux. Alors que cette idée-là que l'agriculture n'est pas du développement, c'est un peu fâchant. Récemment, là, le ministre Lamontagne a lancé une vaste consultation sur une révision, 45 ans plus tard, de la loi de protection du territoire. L'Institut Jean-Garon, on a accueilli ça très favorablement. C'est le temps au Québec qu'on a une discussion de fond sur qu'est-ce qu'on fait dans notre territoire agricole, comment on le protège mieux. Hein? La loi a été créée en 1978, mais on a assisté au cours des 45 dernières années à un lent effritement vraiment de cette protection. Et là, c'est le temps aujourd'hui de la réaffirmer, de la renforcer. Mais j'écoutais le discours des gens autour de cette annonce-là et je ressentais encore cette idée-là. Oui, on va protéger le territoire agricole, mais à côté, on va permettre le développement. Ah, donc l'agriculture, c'est une chose, le développement, ça en est une autre. L'agriculture, c'est du développement économique. La puissance économique de l'agriculture, c'est un fait indéniable, des milliers d'emplois, la richesse créée par l'agriculture. Mais on n'en est pas conscient. On considère que le développement, c'est du béton, c'est de l'asphalte, c'est des usines. Alors, je pense que, malheureusement, j'ai senti que cette pensée-là était encore présente dans le discours. Alors, le ministre Lamontagne, comme vous dites, a fait cette annonce de consultation pour les 18 prochains mois. L'Institut va sûrement regarder ça de très près. Oui, certainement. Est-ce que l'Institut est très confiant? Le ministre Lamontagne, c'est quand même lui qui, justement, a sauvé les terres des Sœurs de la Charité du bétonnage. Est-ce qu'on peut penser qu'il est dans une voie, en fait, effectivement, dans l'esprit de Jean Garon, de la protection des terres agricoles? En fait, il y a sûrement une bataille au sein du gouvernement pour savoir qui, entre lui et Fitzgibbon, va être le plus gagnant dans tout ça. Mais je pense que dans sa démarche, il y a réellement, on pense qu'il y a réellement une démarche de protection. Alors, il y a des interprétations. Une de ce que j'ai entendu, c'est que M. Lamontagne, avant les dernières élections, avait laissé entendre qu'il ne se représentait pas, qu'il quittait. Et un petit peu à la surprise de plusieurs, il s'est représenté, il a été reconfirmé dans son poste de ministre de l'Agriculture, ce que l'Institut a salué. Et il y a des gens qui pensent qu'il est revenu parce qu'il voulait laisser un héritage, et cet héritage-là serait cette révision, ce renforcement de la loi du territoire agricole. Nous, à l'Institut, on accueille ça très favorablement, cette consultation-là. Le fait que le ministre a décidé de se saisir du dossier de la protection du territoire agricole, parce que dans les dernières années, le gouvernement est intervenu beaucoup en aménagement du territoire. Il y a eu l'annonce d'une nouvelle politique nationale d'architecture et d'aménagement du territoire. Il y a eu plusieurs lois qui ont été modifiées. Finalement, la loi de l'aménagement et de l'urbanisme a été modifiée. On vient d'assister au lancement de nouvelles orientations gouvernementales. Mais c'était toutes des initiatives qui émanaient du monde municipal, de la ministre des Affaires municipales, et qui avaient des impacts directs sur le territoire agricole. On ne sentait pas la présence du ministre de l'Agriculture dans ce débat-là. Là, avec cette consultation qu'il vient de lancer, il revient en force. Il s'affirme comme le responsable de la protection du territoire agricole, à côté de sa collègue, dans une volonté de faire cheminer ces deux grandes lois de pair. Nous, on dit souvent que ça doit être comme deux rails de chemin de fer qui vont dans la même direction, mais il n'y en a pas une qui empiète sur l'autre. Alors, chacune a sa logique, chacune a sa raison d'être. Il faut regarder cette logique-là d'un ministre de l'Agriculture responsable de la protection du territoire agricole, d'une ministre des Affaires municipales responsable de l'aménagement. Les deux se parlent, les deux se coordonnent, mais ça va dans la même direction. Et, ultimement, à ce qui nous concerne, il faut que vraiment la protection du territoire agricole, il y a comme une... l'expression, c'est verrouillé. Il faut que le territoire agricole soit vraiment verrouillé, qu'il y ait une sanctuarisation des meilleures terres. C'est cette idée
qui est encore très présente. On a une terre agricole pas très loin de la ville. Elle est protégée, elle est zone agricole. Mais l'expérience des 45 dernières années nous montre que si on est suffisamment patient, ça va finir par arriver, ce développement-là. Et ce qui fait qu'on a de magnifiques terres ici autour de la région de Montréal qui sont laissées en friche parce que justement, c'est détenu par des spéculateurs qui sont patients, qui attendent que la bonne fortune arrive. Dernière question, Simon Bégin, pour ce qui est justement du blé raisonné, qui est l'activité que les céréaliers du Québec mettent de l'avant dans cette campagne qu'on fait depuis le mois d'avril. Je sais que l'Institut a été signataire d'une introduction que les céréaliers ont déposée d'ailleurs au MAPAC il y a quelques semaines pour aller vers un label d'éco-responsabilité. Pour expliquer aux consommateurs qui ne comprennent pas trop bien, des fois quand on parle du pain, on dit bon le blé panifiable c'est du blé raisonné parce qu'on connaît le blé conventionnel qui lui utilise des pesticides, on connaît le blé bio, mais on connaît mal l'agriculture durable, donc le blé pour lequel on utilise des intrants mais en moins grande quantité. Est-ce que finalement cette démarche des céréaliers d'essayer de convaincre les consommateurs qu'entre le bio et le blé conventionnel, il y a quelque chose d'intermédiaire qui est moins dommageable pour l'agriculteur et pour la terre, est-ce que c'est quelque chose qu'il va falloir que les gouvernements poussent? Oui, je pense que c'est très porteur. Dans le temps de M. Garon, le discours qu'on entendait, c'est que le blé, c'est pas pour le Québec, surtout pas le blé pour consommation humaine, c'est dans l'Ouest. Perdez pas votre temps à essayer de développer ça. La preuve a été faite depuis longtemps qu'effectivement, il y a une place au Québec pour le blé. Puis les céréaliers ont montré que ça pouvait aussi être du blé planifié d'excellente qualité. Alors, mais actuellement, encore au Québec, c'est minime la portion de blé pour consommation humaine qu'on produit. Alors, il y a là un énorme potentiel. Je pense que toutes les initiatives qui peuvent favoriser le développement de cette production-là, l'approche des céréaliers est excellente. C'est-à-dire, entre les très fortes contraintes imposées aux producteurs bio qui ferment un peu la porte à des grands volumes, à des volumes significatifs, et l'approche du blé conventionnel avec les craintes de plus en plus fortes des consommateurs, les impacts environnementaux. Je pense que c'est la voie du milieu, une voie très porteuse que l'Institut encourage. C'est pour ça qu'on appuie fortement l'initiative des céréaliers d'avoir un label. C'est un instrument de communication très puissant. Puis on sent actuellement la sensibilité du public, des consommateurs à ces enjeux-là. Alors, si on ne les informe pas, ils ne réagiront pas. Si on les informe, je pense qu'ils sont prêts à recevoir cette information-là. Ils vont rechercher ce produit de qualité à des prix plus abordables, plus disponibles. Alors, je pense qu'effectivement, c'est une très belle voie d'avenir. Alors, on retiendra que comme dans tout, comme en politique, la voie du milieu est souvent la voie raisonnable. Exactement. Merci Simon Bégin. Merci Yannick. Alors voilà, vous venez d'entendre les conférenciers que nous avons reçus aujourd'hui au 10-30 qui sont venus vous parler du blé raisonné, de l'agriculture durable. Continuez d'écouter La Vie agricole sur lvatv.ca. Il nous fait toujours plaisir de vous amener de l'information de terrain.